Bonjour Mehdi, Bonjour. nous voilà à l'université d'été résistant. Mhm. Qu'est-ce qui t'a fait venir? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? On m'a invité, moi, alors là, comme disait un très grand philosophe et très grand poète, qui est celui qui m'influence le plus dans mon travail philosophique, Philippe Lacoue-Labarthe, dans son grand livre de poésie, Phrase, il dit Je vis tout aveuglément. Donc moi, je fais ce qu'on me dit de faire, on m'a invité, je viens. Je savais pas exactement qui est-ce qu'il y avait, je savais pas du tout quel était le programme. Et toutes les invites, c'est comme ça, moi j'improvise. Je fais beaucoup de conférences depuis un an, j'appelle ça les conférences dialogiques parce qu'elles sont complètement improvisées. C'est pas comme Lacan, mais c'est assez lacanien au sens, c'est vraiment, je prépare rien à part deux trois thématiques, un peu comme un musicien de jazz, il a deux trois mélodies sur lesquelles il va tourner, etc. Et ça s'appelle dialogique parce que je fais, disons, trois quarts d'heure, une heure de d'élucubration. J'introduis un concept, mettons le concept je sais pas, de mimésis, imitation, et puis après je dialogue avec le public, et c'est beaucoup plus vivant et pédagogique comme ça que la forme académique, d'avoir son texte, le nez rivé, après deux, trois questions et tout le monde va faire dodo. Là c'est vraiment très vivant, des fois les gens rient beaucoup, et après ben, on échange, ils posent plein de questions. Des fois moi ça m'apporte, parce que les gens ont toujours un savoir, et voilà, c'est très socratique, en fait, comme forme de pratique de la philosophie. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé dans ton livre justement ces approches qui sont extrêmement différentes, en même temps économiques, historiques, philosophiques. Enfin, c'est vraiment impressionnant d'avoir un regard tellement multifacette en fait. Et bon, tu as écrit beaucoup de livres jusque-là, en fait, depuis Ouais, longtemps. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, si pour ceux qui ne te connaîtraient pas, un peu ton parcours, bah, autodidacte, s'il te plaît? bon, c'est trop long à. Je vais la faire vraiment courte. J'ai commencé à écrire très très jeune. Mon premier roman, je l'ai fini à 17 ans. Donc j'ai commencé par la littérature. Et puis à partir de 23, 24 ans, je me suis dit, ah, j'ai envie de faire de la théorie. Pas encore de la philosophie tout à fait. Et puis je me suis pris au jeu et voilà, c'est devenu de la philo pur jus. Mon grand livre de philo, entre guillemets, s'appelle Système du pléonectique. Il est sorti mars 2020. Ouais. Il fait 1000 pages. Il m'a donné 8 ans demandé 8 ans de travail. Ah oui, quand même. Je l'ai écrit. Avant, j'avais fait des concessions, disons, au style universitaire, mais dans le système du pléonectique, et encore plus dans Cholerae Cocovirus et dans tout ce que je vais écrire à l'avenir. Je fais plus aucune concession. J'essaye de plus en plus d'être totalement clair, d'écrire dans un langage accessible, pas à tout le monde, parce que ça c'est impossible, mais au plus grand nombre, à toute personne qui sait lire. Voilà, parce que la philosophie, depuis 2 siècles, c'est vraiment énormément enfoncé dans le jargon. Voilà, et moi j'essaye de, même si les philosophes ils aiment les mots barbares, donc pléonectique ça veut dire avoir toujours plus. Voilà, ça vient d'un mot composé grec pléon et shein, qui veut dire avoir plus, et donc par extension avoir toujours plus. C'est ça explique un peu de manière beaucoup plus radicale ce que Marx a thématisé avec le capitalisme, le capital, et Nietzsche avec ce qu'il appelait la volonté de puissance, qui est une notion trop psychologisante. Moi, c'est vraiment, comme on dit dans le jargon, justement philosophique, ontologique. Ça veut dire d'où est-ce que ça vient, cette proportion de l'être humain à toujours vouloir avoir plus. Voilà. Est-ce que tu dirais que, parce que j'avais vu ça pour les chercheurs qui n'étaient pas vraiment du domaine et Mmh. qui faisaient des découvertes, est-ce que ce serait juste peut-être de dire que le fait que tu sois autodidacte, justement, t'amène à beaucoup plus de liberté dans ta réflexion et tes pensées? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que euh, par rapport à tout ce qui se passe, le nombre d'universitaires, et pas que français, parce que bon, j'ai une petite réputation à l'étranger aussi, et pas seulement dans le monde francophone. Depuis un an, je ne sais pas ce qui se passe, je ne vais pas voir les articles en détail, mais il n'y a pas un jour où mon nom ne soit pas cité dans la littérature académique anglo-saxonne, ce qui est
ce qui arrive très rarement aux intellectuels français et jamais quand ils sont autodidactes. Dire tous les autres, ben, c'est les Derrida, les Baudrillard, les Deleuze, les Foucault. Et bah, pendant longtemps, parce que j'ai vécu et je continue à vivre vraiment pauvre dans la précarité, etc. Donc j'étais un peu dans le syndrome, c'était difficile de ne pas s'auto-apitoyer, de poète maudit, machin. Mais non, là, depuis 2 ans, je me sens plutôt béni des dieux, comme je le dis dans Colère et Cocovirus. Je trouve que j'ai beaucoup de chance, effectivement, d'être en dehors de l'université, parce que j'aurais pu faire une équivalence et enseigner et gagner beaucoup mieux ma vie que... Mais là, effectivement, ça me donne une liberté. Comme je disais, oui, je reçois beaucoup de messages universitaires qui me disent bravo pour ce que tu fais, c'est génial, bravo, c'est courageux, blablabla. Mais moi, si j'ouvre ma gueule, je perds mon boulot. Donc voilà, j'ai eu le beurre et l'argent du beurre au fond, parce que j'ai connu tous les plus grands universitaires, de Derrida à Badiou, en passant par Agamben. J'ai co-dirigé une collection de philo avec Jean-Luc Nancy. Et comme je suis très bosseur, c'est comme si j'avais bac plus ce que vous voulez. Mais justement, ça c'est le beurre, mais l'argent du beurre qui est la liberté totale d'écrire comme je veux, de dire comme je veux, ce que je veux. Et puis peut-être plus important encore, c'est que quand on est universitaire, ça pareil, c'est depuis 2 siècles, et c'est le même problème que le fait que la philosophie se soit beaucoup enfermée dans le jargon. C'est que depuis Kant, la philosophie universitaire, c'est plus vraiment de la philo, c'est de la philo de la philo, c'est de la philosophie de la philosophie, c'est de la métaphilosophie. Et moi, je veux revenir, je reviens à la faveur de tous les événements récents, à la philosophie tout court. Celui que j'ai relu le plus, c'est Spinoza, qui précisément il y a 4 siècles, et toute proportion évidemment gardée, mais c'est aussi quelqu'un qui aurait pu faire une carrière académique comme ça se faisait à son époque, d'être un mondain comme l'était son maître Descartes ou son grand rival Leibniz, qui connaissait tous les hommes politiques d'Europe, qui était, et non, Spinoza a choisi de vivre pauvre, de polir des lentilles. C'est un des plus grands fabricants de lentilles de son époque. Il vivait comme ça. Ça ne rapportait pas beaucoup d'argent, mais il était... Et le soir, il écrivait de la philo. Et c'est vraiment la vie, Spinoza. C'est vraiment ne plus faire de la métaphilosophie et de la philosophie, mais vraiment faire de la philosophie. Ça veut dire, comme on dit en anglais, a way of life. C'est une manière de vivre, une manière d'être. Il faut vraiment que la philosophie revienne à ça. Voilà. Mais tout ça, tu m'aurais posé la question il y a 3 ans, tout ça, je ne l'aurais pas dit, je l'aurais pas dit comme ça. Oui, tu arrives à la rançon, à la vue de tout ce travail que tu as fait, mais qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie d'écrire à la base? C'était une passion? Tu avais besoin d'exprimer quelque chose ou... Si on retourne... c'est que j'ai commencé à lire des trucs très jeunes, Lovecraft, Philippe K. Dick, donc la SF, vraiment à 9 ans, 10 ans. Puis à 13 ans, j'avais découvert Lautréamont, voilà. À 15 ans, j'ai découvert Rimbaud, Artaud, Guy Debord, c'est tout. Donc il était hors de... C'est tout. C'est très romantique, voilà. C'est une passion, voilà. C'est un peu psychanalytique, parce que moi je suis allé à l'école ministérielle tunisienne jusqu'à 12 ans. J'ai tout appris en arabe jusqu'à 8 ans. Et la langue française, ça a tout de suite été une passion. Donc c'est ma mère qui est française. Il y a peut-être un truc un peu oedipien, même si je m'entends extrêmement bien avec mon père. Voilà. Ce que tu aimais en fait. Et donc ce livre, ce qui t'a amené à l'écrire, c'est toute cette crise en fait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je le trouve extrêmement accessible, dans le sens où, malgré tout ce savoir que tu as, qui n'est pas le savoir de tout un chacun, bien évidemment, on comprend des tas de choses et son approche à tous les niveaux. Tu l'as pondu comme ça ou tu as travaillé, ou est-ce qu'il représente finalement toute cette recherche que tu as fait pour arriver à mieux comprendre ce qui se passait? Disons que j'ai mis du temps. Il y a eu une longue période où, précisément, comme je disais, je sacrifiais un petit peu pour devenir philosophe aussi l'universitaire, donc un peu au jargon, à des trucs très techniques, etc. Et là, depuis, ça a précédé la crise, enfin la soi-disant crise sanitaire, la pandémie, etc.
d'écrire vraiment clairement. Vraiment dans le système du pédagogie, c'est déjà le style est déjà, je suis très fier du style, même si il y a des problèmes. J'ai hâte que le premier tirage soit écoulé parce qu'il y a un certain nombre de coquilles, il y a des choses que donc j'ai hâte de faire une. Mais au niveau de l'écriture, voilà, moi je dis, je l'écris pour que ça se lise comme un polar, quoi. Mais c'est pareil avec l'éthique de Spinoza, enfin, toute proportion gardée, mais l'éthique de Spinoza, pendant longtemps, j'ai lu des traductions qui n'étaient pas bien, et j'ai lu, un jour, j'ai acheté la version poche de Bernard Potra. Alors là, il n'y a pas tout ce truc universitaire avec des notes en bas de page, avec le traducteur commentateur, qu'à la limite, il sait mieux que Spinoza, ce que Spinoza est en train de dire, donc les notes en bas de page sont presque plus longues que le texte lui-même. Potra, il fait 2 pages d'introduction, il n'y a pas une seule note en bas de page, il dit voilà, vous vous lancez, Spinoza, il prétend faire votre bonheur de manière quasiment mathématique, c'est à vous de juger s'il a raison ou pas, et en plus, Potra, même, il tutoie le lecteur, et là, j'ai lu le livre en une semaine, comme un polar. Là où je voulais donc en venir, c'est que voilà, j'ai mis du temps à... Il y a eu 10 ans, 15 ans comme ça, où je sacrifiais un petit peu à la technicité universitaire, avec tous ces lourdeurs, etc. Et là, depuis, oui, une dizaine d'années, je réconcilie de plus en plus ce qui était ma première passion, l'écriture, la belle langue, le style. En ce moment, là, j'ai fait un article que j'ai proposé à François, j'attends la réponse, qui m'a demandé beaucoup de boulot, mais sur le thème la résistance a du talent. C'est-à-dire, contrairement à... Il y a des grands écrivains. Je parle de 4 grands écrivains dans cet article, mais vraiment, non seulement du talent, mais du génie, des fois. Enfin, vraiment des grands romans. Alors, c'est pas exactement un roman. Alors, il y en a un, c'est un livre qui s'appelle Guillaume Basquin, l'auteur. C'est un spécialiste de Joyce. Il a écrit plusieurs essais, mais là, il a écrit un livre qui s'appelle L'Histoire splendide. L'Histoire splendide, c'était un projet de Rimbaud qui voulait écrire une espèce d'histoire monumentale de toute l'histoire de l'humanité, qui ne soit pas la version officielle des choses. Donc Guillaume Basquin reprend, sans avoir le Covid des yeux, ce projet de Rimbaud, et il fait un livre monumental avec une ponctuation incroyable, un style d'une légèreté et d'une énergie. C'est 300 000 infos par page. Et c'est tout ça à la lumière de la crise Covid. Le dernier chapitre parle de ça, mais il en parle tout du long du livre. C'est-à-dire le crise... Bon, apocalypse, l'étymologie, c'est dévoilement. C'est comme ça que dans une des toutes dernières traductions faites uniquement par des écrivains français que j'ai chez moi, voilà, c'est comme ça qu'ils traduisent Apocalypse aujourd'hui, c'est dévoilement. Et c'est vrai que c'est ce qu'on vit. On vit... oui, le plus grand dévoilement de tous les temps. En fait, je fais beaucoup de conférences sur la crise et la notion de vérité dans la philosophie moderne depuis Nietzsche. Et là, on est gâté, quoi. Alors, dans mon système hypothétique, donc dans mon livre référent pour cette philo, c'est pas rentré, il y a une quarantaine de concepts. Des fois, ça fait une page, des fois, ça en fait 10, des fois, ça en fait 100, et l'entrée vérité fait 300 pages. Ça va demander des années de boulot, de méditation, de lecture, etc. Donc voilà, Guillaume Basquin, il y a Tristan Edelman, qui a aussi très très beau, magnifique, pas exactement un roman, c'est un journal sur le deuil de ses parents qui sont tous les deux morts en 2020, et ça c'est bouleversant, entre sa mère qui vit un calvaire dans les hôpitaux avant même la crise du Covid, mais il montre l'état de délabrement de l'hôpital, aussi bien public que privé, contrairement à ce qu'on croit, c'est-à-dire même quand ils vont dans le privé, c'est sordide, quoi, Donc vraiment un Golgotha biopolitique, on va dire, celui qu'on vit un petit peu tous aujourd'hui. Moi, j'aimerais vraiment pas choper un truc aujourd'hui et me retrouver à l'hôpital. Je crois que je préférerais me jeter dans la Seine, un suicide stoïcien, romain, voilà. Harakiri. Voilà. Et non, mais heureusement, on a plein de personnel soignant ici qui s'occuperont de nous, mais hors de l'hôpital. Hors du système de santé officiel. Et puis après, Tristan, il parle de la mort de son père, qui est un juif ashkénaze,
et qui se laisse mourir parce qu'il voit revenir les mêmes choses à quoi il a survécu. Voilà, je m'excuse d'être un peu ému. Après, il y a Salim Laïbi, la fin du monde moderne. Et c'est vrai que Salim, en plus de... Alors, c'est le livre des 3 textes que je chronique, c'est le livre le plus sourcé, documenté, on apprend des milliards de choses. C'est vraiment, en plus d'être un grand lanceur d'alerte, c'est vraiment, par exemple, un des plus grands spécialistes, non seulement en France, mais dans le monde, de tout ce qui est magouille pharmaceutique, tous les rouages criminels de Big Pharma. Mais en plus, il y a un style. Salim, il écrit comme il parle, c'est-à-dire avec beaucoup de gouaille, avec des adjectifs bizarres, une ponctuation complètement foutraque, etc. Et surtout, le livre de Guillaume Basquin est très drôle. Il y a des points d'humour dans le livre de Tristan, mais alors le livre de Salim, il est hilarant, quoi. On rit tout le temps. Et son parti pris, c'est le grotesque, ça veut dire la psychiatrie. De dire, bon, mars 2020, l'année où le monde est devenu fou. Donc voilà, c'est la planète Terre comme un immense asile psychiatrique. Et on rit beaucoup, on a vraiment, mais vraiment un rire rabelaisien. Il y a un côté rabelaisien chez Salim. Voilà, il y a comme Depardieu, enfin, c'est bigger than life. Et donc on rit énormément parce qu'il y a toute cette dimension de grotesque. On a vraiment l'impression de voir un sketch de Monty Python sous LSD. Et le 4e truc, c'est une revue, c'est la meilleure revue littéraire française depuis une 30aine d'années. Un peu marginale par rapport au monde des lettres parisiens, mais tout le monde les connaît. Ça a été parrainé par Solers. Basquin aussi, c'est un solercien. Solers, il a dit du bien de Colarec-Cocopéré. Enfin, vous voyez, il y a des intellectuels qui... Et moi, je parle surtout du meilleur texte du dernier numéro, qui est complètement sur nos positions, qui sont avec nous, c'est magnifiquement écrit encore une fois, c'est François Mayronis, vraiment un texte, je crois que c'est Note sur l'annulation en cours que ça s'appelle, j'espère ne pas me tromper, mais pareil, et voilà, 4 styles très. Donc l'idée c'était ça, il y a toute une culture de la résistance, une culture conspi comme le dirait l'ennemi, qui est en train de se constituer avec des films cultes, avec des comiques, avec des jeux. Là, il y a un jeu génial et hilarant qui vient de sortir qui s'appelle État d'urgence. C'est un truc incroyable. Je ne vais pas le décrire là. Je vais faire un tout petit article pour François, mais fou rire garanti. Hein, c'est vraiment sur la crise sanitaire. Alors, si j'explique un peu, après tout, c'est drôle. Et puis, il faut vraiment que ce livre, ça soit ce jeu, pardon, ça soit le cadeau de l'année. Les gens ça coûte pas grand-chose, ça coûte moins de 19 €, franchement. Alors c'est un jeu de stratégie à base de cartes et il y a 5 équipes qui s'affrontent. Alors il y a la team gouvernement, la team laboratoire, la team conseil scientifique, la team média et la team complotiste. Et donc vous commencez avec un curseur avec 20 points de crédibilité. Et le but, c'est de détruire la crédibilité de tous les adversaires. Alors, ça joue de 1 à 5, il y a une formule solitaire, mais évidemment, le mieux, c'est de jouer à 5, et parce qu'il y a des alliances contre nature, surtout avec les conspis, c'est-à-dire le gouvernement qui est obligé de s'allier avec les complotistes pour détruire les médias, ou l'inverse, enfin voilà. Donc, c'est des fous rires absolument garantis. C'est très, très bien fait, parce que moi, je suis un grand amateur de jeux, donc, c'est vraiment un grand jeu, c'est vraiment le jeu de l'année et le cadeau de l'année, il faut le faire circuler partout, parce que même à vos amis modérément covidistes, le rire, c'est vraiment une des meilleures armes qui soit à notre disposition. Donc vous voyez, il y a donc des jeux et des grands livres, donc il y a toute une culture de la résistance, et c'est ça le sujet de cet article. C'est pas... Parce que moi, pendant un certain temps, je souffrais un petit peu du fait que souvent les blogs de la résistance sont pas très bien écrits, et puis non, en fait, donc je commence l'article en disant, en citant Nerval, qui disait « La République des lettres doit être la seule à être un petit peu teintée d'aristocratie, parce qu'on ne contestera jamais celle de l'intelligence et du talent. » Donc voilà, c'est l'idée, il y a... Voilà, et je conclue mon article là-dessus, c'est qu'il y a eu les avant-gardes artistiques au XXe siècle. Pourquoi elles sont nées, les avant-gardes artistiques, Dada, les surréalistes, etc., les avant-gardes russes? C'était pour
c'était un cri de révolte contre la boucherie gratuite de 14-18. Et là, cette culture, la résistance qui est en train de naître, c'est à peu près pareil. Voilà. C'est un peu paradoxal parce qu'autant il y a des gens qui sont dans cette doxa et qui du coup se sont complètement fermés comme des huîtres et ne peuvent plus rien entendre, malgré toute cette propagande qui est de plus en plus grotesque et ridicule et qui saute aux yeux. Et de l'autre côté, des gens qui justement se disent on nous aurait menti et d'un seul coup qui ouvre la boîte à Pandore, qui découvre tout ça. C'est ce qu'on trouve dans ton livre, un peu dans ton avancée, je trouve, en se rendant compte, on se dit, bah tiens, on nous a menti là, on ne veut pas du bien, j'ai adoré ce passage, enfin, j'ai adoré beaucoup de passages de ton livre, mais ce passage où on dit que le gouvernement ne veut pas du bien, c'est tellement vrai. C'est ça, moi je suis anarcho-situationniste, anarchiste, situationniste, c'était le mouvement comme ça. C'est pareil, l'anarchie, très mal. Oui, très mal, voilà. On nous croit que l'anarchie, c'est le chaos, voilà. Et c'est le contraire, l'anarchie. L'anarchie, c'est le refus, c'est de dire plus il y a de hiérarchie, plus il y a de superstructure, plus il y a d'État, plus il y a de... C'est complexe. Voilà, et moi c'est bon, voilà. Moi j'ai toujours pensé ça comme tous les anards, et puis là... Est-ce qu'il y a un petit livre qui parle spécialement d'anarchie de façon accessible? Non, pour l'instant, il y a surtout des articles. Dans tout article, tu en parles pas mal de l'anarchie. Oui, bien sûr. Oui. Anarchie, ça veut dire absence de principe, absence de fondement, absence de commandement, mais ça ne veut pas du tout dire absence d'éthique, par exemple. C'est pas parce qu'on dit absence de principe. C'est vraiment principe au sens philosophique, c'est pas du tout principe au sens moral du terme. Donc. Et est-ce que ça t'a fait autant de bien d'écrire ce livre en termes d'expression de toute la colère qu'on peut avoir, que j'aime moi le lire, parce que je trouve que ça fait un bien fou de lire, on a vraiment l'impression d'évacuer tout un tas de choses négatives. Oui, moi ça... T'es pas là, ça fait... Quand tu l'as eu fini, tu te sentais comme si tu avais tout été enlevé. Alors c'est ça c'est un des plus beaux compliments, peut-être le plus beau, mais en tout cas celui qui m'a pu toucher, plus que n'importe quel article dithyrambique sur un de mes livres. C'est une dame qui est venue dans un resto, elle était littéralement en larmes, vraiment, mais pas la larme aux yeux, elle était mouillée de tout le visage. Elle a dit, je tenais à vous dire merci. Vous êtes le seul à mettre des mots sur les choses. C'est ça. Elle a dit, vous mettez les mots juste sur les choses. Et c'est le plus beau compliment elle disait, il y a tellement de choses qu'on a à l'intérieur, mais qu'on n'arrive pas à extérioriser. Elle dit, chaque fois que je vous lis, chaque fois que je vous écoute, c'est comme un exorcisme, voilà. Et je le répète, le rire, l'humour, mon prochain livre, j'irai encore beaucoup plus loin que Larry Coco, qui va quand même déjà assez loin. Et le prochain livre s'appellera Mausolée des intellectuels. Voilà. Je pense que tout le monde a compris. C'est un peu la guillotine pour un certain nombre. De Badiou à Onfray, BHL, Antov, Zizek, Cynthia Fleury. Enfin, allez, comité de salut public, intellectuel. Mais c'est vrai que la façon que tu as d'écrire, en fait, en même temps, ça nous donne accès à un niveau intellectuel qu'on n'a pas forcément, de connaissances. Puis en même temps, parfois, tu redescends dans des interjections familières qui font que, hop, on a un petit soulagement, et puis on a du rire. Alors ça, ouais. Ce style mêlé, je trouve ça vraiment... Ça aussi, ça fait plaisir. Ça apporte énormément. En fait, on se sent intelligent, on va dire, ton livre. Alors, il y a deux, c'est pas exactement des influences. Enfin, on a toujours des influences, mais il faut bien les digérer et pas faire de la singerie, quoi. Mais disons, il y a deux auteurs extrêmement différents entre eux, voire hostiles. C'est Artaud et Lacan. Je pense que Artaud... Lacan avait, je crois que c'était en 1932, il avait diagnostiqué, Artaud était déjà très atteint mentalement, donc asile psychiatrique, etc. Et il tombe sur le jeune docteur Lacan, qui le diagnostique et il dit, il n'écrira plus une ligne, alors que c'était que le début de Artaud qui a réinventé l'écriture, etc. Mais ils ont un point commun, Artaud et Lacan,
qui m'a toujours fasciné, et c'est deux immenses admirations et deux références extrêmement importantes de mon travail. C'est un mélange d'aristocratie et de gouaille. Donc, un côté la belle langue, etc. Et puis des gros mots, voilà le côté un petit peu. Et moi j'aime bien ce mélange. Alors peut-être, mais c'est ta question qui m'y fait poser. Je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Mais peut-être que j'ai été, voilà, peut-être j'ai été un peu influencé par ce mélange de ça ramène à l'humain, parce qu'on n'a pas l'impression, on a l'impression d'avoir et à un moment donné de monter dans l'intellect, mais de redescendre dans l'humain et donc dans le sentiment et donc dans le vrai, dans le cœur en fait, dans les tripes. Et non, c'est sûr, c'est sûr. Tout à l'heure, j'ai un peu, oui. Donc, je vais pas parler du côté intime qu'il y a dans mon livre, sinon je vais recommencer à sangloter comme tout à l'heure. C'est comme quand je parle de la maltraitance des gosses. Là, c'est vraiment moi le point limite. Mais là, je suis en train de combattre ma propre sensiblerie parce que c'est sans doute aussi parce que moi-même j'ai été ultra maltraité entre l'âge de 8 ans et demi et 10 ans et demi, et que donc je suis très très sensible à ça, et en même temps ça fait très peur, toutes ces histoires de pédocriminalité et ça. Mais comme un des sujets, des concepts les plus importants de mon travail philosophique, je dirais même c'est la hantise de ma philosophie depuis le début, c'est la question du mal, et que je peux pas faire l'autruche comme ça, comme j'ai fait parce que ça m'horrifie tellement que je veux pas affronter ça. La pédocriminalité, mais ça, je vais être obligé parce que c'est tellement un des paradigmes les plus atroces de ce qu'est le mal. Mais ça demande un temps d'approche pour se le faire. C'est ça. On fait un petit pas et puis on attend un petit peu, voilà, on digère, on avance, parce que sinon c'est beaucoup trop violent et c'est normal que ça se fasse. Exactement. Est-ce que tu as eu cette fameuse lettre que tu avais écrite au maire de ta commune? Est-ce que tu n'as jamais eu un retour de ce courrier? Non, écoute, là, l'autre jour, j'étais à la poste, parce que la poste de mon village, c'est la même chose que la mairie. Et le maire, je l'ai entendu, tu vois, parler haut. Ah, c'est lui. Alors, bon, moi, donc il disait des choses désagréables et tout. Ça me faisait ni chaud ni froid. Non, il a pas inventé le. Après, c'est pas un mauvais maire parce que, enfin, tous ils sont comme ça. Mon village est très préservé. Il y a pas c'est vraiment que c'est moyenâgeux et tout est conservé. On fabrique pas de nouvelles maisons, etc. Donc je vais pas. Non, François était allé l'interviewer, mais il a rien à dire. Il regarde. Moi, je cite jamais les noms des médias mainstream. Donc, il regarde les télés. Ma stratégie avec les médias mainstream, c'est non seulement de les boycotter, mais de les ignorer, de faire comme s'ils n'existaient pas. Voilà. Parce que pour moi, ils n'existent plus. Voilà. C'est ce que je dis dans mon prochain livre. Je dis, je les nomme pas parce que pour moi, ils n'existent plus. Je dis même plus tel. Voilà, exactement. Je suis assez d'accord avec toi. Le silence face à tout ça, finalement, c'est ça. Pas mal. Et Francis Lalanne qui disait ça, on devrait être dans le silence, finalement, ça sert plus à rien. Voilà, absolument. Le silence total. De toute façon, c'est tellement boursouflé, ces médias mainstream. Si on prend les grands quotidiens, les grands magazines, sans subvention et de l'État et des oligarchies, ils tiennent pas 2 jours. Voilà, c'est. Comme un enfant qui fait une colère, si on laisse. Oui, puis ils vont s'effondrer. C'est-à-dire que bon, François, justement, déjà, il s'était effondré parce que c'était trop devenu un torchon. Et puis, Zalbert est arrivé, il l'a repris et il a à nouveau une très large audience parce qu'ils font du bon boulot. Et les autres quotidiens, c'est évident, ils sont sous perfusion. Oui, avec l'apport des citoyens, ça leurs jours sont comptés. Donc, autant prendre les devants et faire comme s'ils n'existaient pas. Et qu'est-ce que tu vois dans l'avenir? Parce que forcément, c'est le bien qui veut gagner. Mais comment tu le... Alors ça, je suis pas assez croyant encore, même si... ça, je sais, voilà, j'ai des moments mystiques là depuis quelques mois. Est-ce que tu le vois sombrer, par exemple, dans le transhumanisme, où tu te dis que non... Non, ça peut pas fonctionner. Alors ça, c'est des choses philosophiques assez élaborées. Là, ça nous ferait revenir au concept d'anarchie, etc. Mais j'essaye de faire simple. C'est comme les empires, c'est ce qu'un philosophe qui m'influence beaucoup, qui s'appelle Rainer Schurman, appelle les hégémonies brisées. Et il m'a beaucoup influencé et c'est très précieux. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit,
bon, c'est pas ici que je vais parler de mon débat avec ce grand philosophe un peu maudit, mais c'est ça, lui il fait l'historique intellectuel de l'effondrement de ce qu'on appelle communément les grands empires, ce que lui il appelle les grandes hégémonies. Par exemple, le monde grec, comment est-ce qu'il s'est effondré? Le monde romain, comment est-ce qu'il s'est effondré? Le Moyen-Âge, comment il s'est effondré? Et la modernité, comment elle s'effondre? Il est mort il y a 30 ans à Rainer Stroheim, mais il avait bien vu les choses. Et là, on assiste effectivement à l'effondrement d'un empire. C'est ça qu'est-ce qu'il y aurait derrière, en fait? Est-ce qu'on serait allé vraiment... Est-ce qu'on pourrait se dire... Bon, c'est pareil que l'anarchie, c'est-à-dire très concrètement revenir à du local, revenir à du... Donc on serait dans le côté positif de cette crise qui nous amène à revenir à quelque chose de... C'est ça. Donc le transhumanisme, c'est pareil que... C'est-à-dire Schumann analyse du point de vue intellectuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionnait plus dans la pensée grecque pour qu'elle s'effondre, qu'est-ce qui fonctionnait plus dans la pensée romaine au Moyen-Âge, pourquoi ça s'est effondré, avec entre autres Luther. C'est un grandiose lecteur de Luther et moi j'admire beaucoup Luther, c'est quelqu'un auquel je pense beaucoup en ce moment pour des raisons parce que c'est ça, c'est des témoins intellectuels d'un immense effondrement et puis d'un nouveau commencement. Donc nous, notre job, et toute proportion gardée là encore aux intellos un peu pointus, c'est précisément, oui, de prendre acte, d'enregistrer. Moi, c'est ça que je fais. Comment dire, j'autopsie, voilà, d'ores et déjà l'idéologie transhumaniste. J'explique dans mon travail pourquoi elle ne peut pas tenir. Voilà. C'est-à-dire, c'est ce que je dis dans Cholerae Cocovirus, effectivement, quelque part, le transhumanisme a déjà perdu. C'est-à-dire l'échec de la pandémie est d'ores et déjà et d'emblée l'échec d'une des idéologies, si ce n'est l'idéologie la plus délirante qui ait jamais existé sur... Exactement, ça n'aurait jamais pu fonctionner. Bon, voilà. On laisse des... C'est-à-dire, on est dirigé, c'est ce que je dis dans le livre. Alors, j'ai parlé de l'effondrement de l'Empire romain, mais qu'est-ce que le pauvre Néron, qu'est-ce que le pauvre Caligula, qu'est-ce que le pauvre Héliogabale à côté de Biden, Macron, Trudeau, Jacinda, je sais pas quoi, là, en Nouvelle-Zélande. Mais redonnez-nous Néron, Caligula, c'était gentil à côté. Oui, j'ai beaucoup aimé ces passages où tu ramènes à quelque chose de... Et même si c'est quand même... l'Occident est piégé par lui-même, c'est-à-dire là, je pense que je vais rester, et puis on m'a volé mon passeport comme par hasard, donc c'est pas pour tout de suite. Mais c'est vrai que là, j'ai parfois envie un petit peu d'exil, j'étouffe un peu sur ce monde occidental en train de... Où aller, en fait, c'est un peu ça la question. Parce que... Amazonie, Madagascar, Cameroun, hein. Moi je regarde les médias mainstream Cameroun, ils passent leur journée à se foutre de notre gueule, oui. Ils ont bien raison. Il y a plus de démocratie en ce moment, je sais pas, au Centrafrique qu'en Europe, Bon, les États-Unis, c'est particulier, c'est un peu comme... beaucoup de problèmes viennent d'eux, mais il faut bien reconnaître, ils ont toujours une culture démocratique qui, bon an, mal an, continue à fonctionner. Alors bon, ils sont, comme partout ailleurs, et plus que partout ailleurs, vraiment au bord de la guerre civile. On va voir ce qui sort de tout ça. Mais voilà. J'ai une petite question, un peu en finir avec mon livre. J'imagine que tu as lu la préface de Fabien Lemoine. Oui. Et moi, je l'ai trouvée vraiment très très belle. Mm-hmm. Qu'en as-tu pensé, toi? Si tu as deux mots à nous dire là-dessus. Oui, elle est très touchante et très subjective et voilà. Oui. Il y avait, sur ton livre, c'est écrit préfacé par Louis Fouché, mais je dois avouer que celle de Fabien Lemoine m'a particulièrement... Et alors, pour finir, bon, tu avais fait les vidéos que tu avais fait sur Cholerae Cocovirus, c'est vraiment un bonheur de te voir en vidéo. Est-ce que tu vas en refaire, en fait? Est-ce que ponctuellement, tu t'imaginerais faire des petites vidéos pour apporter... Je fais des conférences, je fais des interviews, etc., mais je fais pas trop... je suis vraiment une bille en technologie. Pendant 10 ans, j'ai résisté au smartphone.
Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu aimerais éventuellement refaire Quoi, des lectures, tu veux dire? des lectures ou parler d'un petit sujet, des petites chroniques comme ça de 15 minutes en vidéo? Non, ça je fais pas trop, Tu non, fais pas non, trop. non. Et c'est quelque Non, chose non, que c'est tu aurais comme les aimé blogs. faire. Ouais. Ça, j'en parle dans l'article dont je parlais tout à l'heure sur les grands livres actuels de la résistance. Moi, je suis vraiment dans ma temporalité à moi. Je fais vraiment bien attention à pas me précipiter. Je crois que c'est pour ça que je marche un petit peu sur. J'essaye de trouver une raison. Pourquoi est-ce que j'ai eu 0 attaque des médias mainstream depuis un an? Quand même, il aurait pu y avoir un petit article du type le tournant conspi de MBK, qui est MBK, le philosophe des complotistes, etc. Rien, 0. Et je crois que c'est parce que justement je suis très patient, que je trie vraiment mes arguments sur le volet, que je fais très très attention à ce que je dis. Donc si je fais une vidéo, c'est mûri longtemps à l'avance. Mais non, je veux pas faire des trucs réguliers avec un rythme. C'est ce que je dis dans mon article. Ça, c'est vraiment le luxe aujourd'hui, et ça fait partie du combat de s'installer dans une temporalité autre que celle de l'actualité du jour, blablabla. Ce que Debord, le plus grand penseur politique des 50 dernières années, appelait le présent perpétuel. Voilà. Ben, je crois que la meilleure défense pour les médias mainstream en ce qui me concerne, c'est de ne pas du tout parler de toi. Non, c'est sûr. Moi, non, mais d'abord parce qu'ils me connaissent déjà, parce que j'étais assez médiatisé entre 20 et 30 ans, et après je me suis un petit peu... Instinctivement, j'ai commencé à devenir très parano avec tout ça. Je comprenais pas bien. Quand on voit la réponse C'était pas... oui, oui, oui. On peut pas dire quoi que ce soit, sinon le retour... Oui, c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est une des raisons... Non, mais ils savent que j'ai la gâchette... Ils savent, beaucoup d'entre eux, en tout cas, savent que j'ai la gâchette sémantique facile, que s'ils m'attaquent, ça va pas m'intimider, mais que je vais leur répondre, et que donc s'ils font ça, ça sera que de la pub pour moi. Et donc effectivement, pour l'instant, c'est motus et cousu sur le cas MBK, si j'ose dire. D'accord. Bah écoute, Mehdi, merci beaucoup pour... merci à vous. Tu veux ajouter quelque chose juste une phrase du plus grand d'entre nous et de mon maître, qu'est Spinoza. Et à la lumière des événements des deux années et demie, je trouve que c'est la phrase la plus importante de l'histoire de la philosophie. Il disait « Seuls les hommes libres », alors homme, c'était le XVIIe siècle, il faut pas mal le prendre, seuls les hommes libres sont très reconnaissants les uns envers les autres. Donc voilà, c'est horizontal, j'ai pas de... Moi, je fais mon job, voilà, c'est tout. Je fais ce que j'ai à faire, il n'y a pas de... Et si on avait une phrase de Mehdi? Oh, ce moment, cette journée, une phrase comme ça, juste pour nous... Non, c'est pas bien de s'autociter, non, je suis trop pudique. Non, la phrase de Spinoza, très bien, je me cache derrière la phrase de Spinoza. D'accord, merci beaucoup, Mehdi. Merci à vous, merci à vous. J'ai dit la reconnaissance, voilà, c'est égal, merci, voilà. Parfait.